Bonjour et bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire cette semaine, des réservistes en exercice au Mont-du-Dôme. On aborde le sujet des troubles alimentaires avec l'organisme La Maison de l'Éclaircie. Est-ce que la crise des opioïdes touche aussi la région de Charlevoix? Plusieurs bonnes nouvelles pour le Centre d'études collégiales en Charlevoix. Et le Mégadrag de Charlevoix prépare sa 3e édition. Bonne émission! Une quarantaine de militaires réservistes du Régiment de la Chaudière étaient en exercice sur la ZEC des Martres pour développer et confirmer leurs compétences par temps froid. Notre équipe s'est rendue sur les lieux pour en apprendre davantage. Nous sommes samedi. Il est 7h30 du matin, le mercure affiche moins 17 degrés et le soleil descend tranquillement entre les montagnes de la ZEC des Martres. Au pied du Mont-du-Dôme, des réservistes du Régiment de la Chaudière s'affairent à démonter le campement où ils viennent de passer la nuit. L'abri qui abrite 10 personnes n'a pas de plancher ni d'armature. Un simple poteau en son centre et quelques tendeurs suffisent à la faire tenir. Ils vont mettre leur matelas de sol. Par-dessus ça, ils vont mettre leurs 2 sleeping bags. Puis à l'intérieur, il y a un liner qui est contre notre peau, là, qui lui va enlever l'humidité. Nos sleeping bags, c'est en en plume d'oie, qui apporte vraiment un degré de confort, là, puis une bonne isolation, exactement. Puis par-dessus tout ça, il y a ce qu'ils appellent un BV bag. C'est un tissu qui était totalement imperméable. Ça va empêcher justement que, par la chaleur de notre corps, s'il finit par avoir de l'eau, elle ne rentrera pas pour venir humidifier, mouiller. Nous, on reste au sec. On reste au sec. Pour éviter d'introduire de l'humidité dans les sacs de couchage, les vêtements doivent aussi être retirés avant d'aller au lit. Toute une fin de semaine comme ça, c'est la petite partie que moi, personnellement, je trouve terrorisante. C'est sortir de ton sleeping bag pour rentrer dans tes vêtements froids. Oui, c'est ça. Puis là, dans le fond, la seule source de chaleur dans la tente, c'est les corps qui sont là, finalement. Pas tout à fait. Non, il y a pas le fanal aussi qu'on a à l'intérieur. Par contre, quand on les utilise, il y a toujours quelqu'un qui se trouve à être en garde, réveillé. On va essayer de faire le triangle. La troupe qui se déplace aujourd'hui rassemble des soldats de différents grades aux différentes expertises. Des paramédics sont aussi de la partie. Ça peut t'aider? Es-tu allergique au NS? Notre chef qui est là aujourd'hui, c'est un des chefs qui a je ne sais pas pour l'armée canadienne, mais qui a extrêmement de qualifications hivernales. Il a été dans le Grand Nord plusieurs fois, sauter dans un trou de glace, c'est lui qui lead ça, qui s'occupe de ça. Il a beaucoup de qualifications, fait que lui, il va pouvoir donner beaucoup. Faut que tu amènes tout le monde à voir en santé, puis en flanc morceau, C'est la mission. Il y a moi qui a fait quand même plusieurs années que je suis là. On a quelques chefs, on a un ou deux vieux caporaux. Eux autres qui ont de l'expérience, eux autres, ils aident aussi les autres. Rentre ton pied, rentre le bout de ton orteil, après ça, replace ton truc un peu plus en dessous dans le milieu de ton pied. Recule. Recule ça. On a un 20 % qui n'ont jamais fait ça. Jamais mis de raquette, c'est la première fois, jamais couché dans les tentes, à part sur leur QMB, mais c'est pas la même chose. On a un 20 % qui en ont fait un peu l'année passée, puis après ça, ça monte à peu près on peut s'apprécier quasiment en 5 groupes d'expérience. Très facile. Pour virer 90 degrés, là, vous allez juste lever la jambe. Pour ça, vous allez la virer comme ça. Puis là, vous pouvez virer. Puis là, qu'est-ce qui se passe en fin de semaine? Là, pour eux, c'est quoi? C'est pas juste une balade, là. Non. Presque. Une grosse balade. Une grosse balade. En fait, c'est un exercice de confirmation. On confirme les compétences hivernales. L'entraînement a été fait graduellement tout au long de l'année, tout au long de l'automne, jusqu'au point où on est rendu aujourd'hui.
Puis là, nos gens, c'est une confirmation de leur capacité à opérer par temps froid. OK. Donc, leur capacité à monter les tentes, dormir, se gérer. Parce que c'est un sport aussi, quand tu n'as jamais vécu ça, passer une fin de semaine à -20, il faut que tu te gères en tant qu'individu, que tu gères ta température interne, tout ça. Pendant ces 3 jours, les soldats devront se déplacer avec leur équipement d'un point à l'autre en utilisant une simple carte, tout en restant alerte à d'éventuelles attaques. Et oui, ils vont subir certaines attaques. Il y a des mises en situation là, qui Exactement. sont prévues. Là. Prévu, oui, que nous, on connaît, mais Oui, c'est ça. va être une surprise pour eux quand ça va arriver. OK. Mais ils s'attendent quand même à ce qu'il se passe quelque chose? Ou Oui, ils savent, là, Ouais, c'est un classique. Là, on s'est toujours attaqué d'un exercice. Là. Il y a toujours un méchant quelque part. Toujours, parce que ça fait partie de voir la réaction qu'ils ont, ça fait partie justement de l'exercice. C'est des fantassins, fait que eux autres, leur métier, c'est ces professionnels des armes, fait qu'ils se promènent avec leurs armes dans le cadre de leur fonction. S'ils sont déployés à l'étranger en soutien de la force régulière, mais oui, ils peuvent être attaqués. Donc, ça fait partie, nous autres, de nos confirmations de compétences de routine, là, que d'avoir une attaque puis de réagir à l'attaque. Au niveau défensif, les soldats devront également prévoir certaines installations, comme des points d'observation et des positions de mortier pour défendre leur campement. Il ne faut pas le mettre trop dur. Il y en a plusieurs qui n'ont pas fait beaucoup avec, comme je disais tantôt, avec la COVID. Ça n'a pas fait, on appelle ça du clos. Là. Ils n'ont pas sorti beaucoup. Là. Il y avait beaucoup. Puis on n'avait pas le droit d'aller dans les tentes. Fait à cause de ça, on manque beaucoup d'expérience. Fait qu'il ne faut pas monter, il ne faut pas aller dans un step trop élevé. Sinon, soit qu'on va les perdre, puis ils ne voudront plus revenir. Puis il faut apprendre à marcher avant de courir aussi. Là. Puis ici, là, si vous tu quand même, ralentis, c'est juste toi qui tires le traîneau. C'est toi qui traîne le traîneau avec toi. Les réservistes sont des soldats à temps partiel. Ils ont des emplois civils à temps plein en dehors de leurs fonctions pour les Forces armées canadiennes. De tourner à gauche, tu vas dire au premier chien d'arrêter de tirer. Moi, dans la vie, je suis comptable. Fait que sortir dans l'infanterie comme ça ici, moi, ça me fait sortir de ma job de bureau. Je suis quelqu'un qui bouge, j'aime ça, le sport puis tout. Fait que ça, pour moi, c'est le fun. Il y en a qui payent pour venir faire de la randonnée pédestre. Nous, on est payés pour venir faire de la randonnée pédestre. L'intérêt de venir en Charlevoix est la méconnaissance du territoire par les soldats qui sont habitués aux terres de la base de Valcartier. Ils quittent maintenant en direction de leur prochain campement. Les troubles alimentaires ont plusieurs visages et sont plus présents qu'on peut le croire. Afin de démystifier le sujet, j'ai rencontré une bénéficiaire des services de la Maison L'Éclaircie, Camille de Dorlodo, pour en parler. Camille de Dorlodo, bonjour. Bonjour. On vous reçoit aujourd'hui dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires. Vous représentez, si on veut, vous n'êtes pas intervenante, vous êtes une bénéficiaire des services de la Maison L'Éclaircie qui se trouve à Québec et qui se dédie finalement à cette problématique de troubles alimentaires-là. Pour commencer, peux-tu me dire justement un peu là, à quoi ça ressemble la Maison de l'Éclaircie? C'est quoi les services qui sont offerts là-bas? Oui, la Maison de l'Éclaircie, là, c'est un organisme qui vient en aide aux personnes qui souffrent de troubles alimentaires, particulièrement l'anorexie et la boulimie. Ils viennent en aide aux personnes à partir de 14 ans et ils œuvrent dans la région de Québec et de Chaudière-Appalaches. Les services sont vraiment divers, là, donc on a de l'écoute téléphonique, on a des rencontres de groupe et individuelles et on a aussi du soutien pour les proches et de la formation. D'accord. C'est quoi, en fait, un trouble alimentaire? Là, on a parlé de l'anorexie-boulimie. C'est ceux qu'on connaît le plus, je crois, puis pour lesquels on a vraiment des images plus claires, si on veut. Mais il y en a d'autres, puis c'est plus complexe qu'un ou l'autre. Oui, c'est ça. Ouais, il y a vraiment beaucoup de troubles alimentaires et au-delà du trouble, on peut vraiment avoir des comportements associés à l'alimentation qui peuvent être néfastes. Un trouble alimentaire, ça vient vraiment s'intégrer dans une vie quand il commence à y avoir des comportements qui sont malsains en lien avec l'alimentation. Et il y en a vraiment beaucoup qui peuvent arriver. Donc, l'anorexie, qui est quand même un des troubles les plus connus, là, c'est vraiment associé à une grande peur à l'idée de prendre du poids.
Va y avoir un évitement là, dans ce qui apporte, tout ce qui est apport alimentaire. Et on va aussi souvent remarquer une forte diminution du poids. Pour la boulimie, ça va être plus, c'est une obsession, toujours une obsession par rapport au poids. Par contre, on va avoir ce qu'on appelle des crises de boulimie. Donc, c'est des gros apports alimentaires qui vont être suivis souvent de comportements compensateurs. Donc, par exemple, on peut avoir du sport excessif, on peut avoir le fait de sauter des repas. Sinon, on peut aussi avoir l'hyperphagie. Donc, ça, c'est seulement des crises de boulimie, mais il n'y a pas de comportement compensatoire après. Donc, on va ingérer beaucoup de nourriture, c'est ça, l'hyperphagie? Oui, exact. Okay. Dans un temps comme très limité. Là. Donc, souvent, ça peut être une crise qui va durer 1, 2 ou 3 heures. Puis après ça, on peut ne pas en avoir pendant quelques temps, versus la boulimie qui est souvent plus tous les jours. Donc, on va avoir souvent tous les jours plus d'apports alimentaires suivi de très peu d'apports alimentaires ou de comportements compensatoires. Qu'est-ce qui définit que ça devient un trouble alimentaire? C'est la durée dans le temps ou de faire une crise une fois, c'est déjà un drapeau levé, là? Souvent, ce qui va définir vraiment un trouble alimentaire, c'est quand on va rencontrer les critères du DSM, que je connais pas exactement par cœur. Donc, pour chaque trouble, il y a des règles à spécifier. Parfois, on va parler d'un temps précis où il faut avoir le trouble. Parfois, on va parler de plus une obsession, de plus, par exemple, une perte de poids qui on est supposé rencontrer un certain pourcentage de poids perdu et tout ça. Et ça touche, on a l'impression que ça touche surtout les femmes, mais les hommes ne sont pas à l'abri de ça, là, jeunes et vieux. C'est ça, ça touche vraiment tout le monde. Là. Les troubles alimentaires au Québec, c'est 3% de la population qui est touchée par ça. Donc, on parle de 300 000 personnes. Ça peut être des personnes plus jeunes. Par exemple, à la Maison de l'Éclaircie, on peut avoir des personnes à partir de 14 ans, mais on a aussi des personnes de 70 ans et plus qui viennent chercher de l'aide. Et ça touche autant les hommes que les femmes. Parfois, c'est des troubles un peu différents. Ça peut se manifester de façon différente, mais ça va toucher vraiment tout le monde. Autant, par exemple, des personnes qui sont éduquées par rapport à l'alimentation que des personnes qui sont dans l'ignorance complète sur ce qui se passe. C'est vraiment tout le monde peut être atteint par ça. Est-ce qu'on peut en guérir du trouble alimentaire ou on doit plutôt apprendre à vivre avec? Alors, on peut en guérir, mais on apprend surtout à vivre avec. Oui. Donc, avec l'aide nécessaire, dans le fond, on est capable de développer une certaine stabilité dans toutes les sphères de notre vie et ça va avoir une répercussion sur l'alimentation. Le trouble alimentaire, là, du moment où il perd le contrôle sur la personne, c'est là où on apprend à vivre avec parfois, de temps en temps, quelques phrases qui vont nous traverser l'esprit, mais ça ne va pas avoir d'impact sur les comportements alimentaires. Donc, par exemple, une personne qui souffre de boulimie, ben après ça, tu sais, au stade du rétablissement, ça se peut que de temps en temps, elle se dise « Oh là là, j'ai peur de manger cet aliment-là », mais grâce au rétablissement, elle va être capable de se dire « Je comprends que ça me stresse, mais c'est correct, puis je vais être capable de le faire pareil », puis elle commence à manger pareil. Elle va continuer à manger ses 3 repas. Elle ne va pas se forcer à aller au sport simplement dans le but de perdre du poids. Elle va aller seulement faire du sport si c'est quelque chose qui lui tente. Donc, c'est vraiment le moment où le trouble alimentaire perd complètement le pouvoir sur la personne. Est-ce que dans notre façon de s'éduquer, dans notre société, il y a une façon de faire pour éviter qu'il y ait un trouble alimentaire qui se développe chez nos enfants, chez les générations futures? Oui, bien, dans le fond, c'est sûr qu'il y a des personnes qui vont être plus prédisposées à développer un trouble alimentaire, mais énormément des causes du trouble alimentaire, on va les retrouver dans les comportements de société qu'on va avoir. Donc, tout ce qui touche, par exemple, la culture des diètes, le fait qu'on va vraiment, je sais pas comment le dire, mais vraiment idolâtrer un peu le poids qui est souvent très, très mince pour les femmes, par exemple, et très, très, très musclé pour les hommes. Ce sont des images corporelles qu'on va instaurer dès le jeune âge, en fait, là, vraiment. Puis c'est surtout quelque chose qui est entretenu dans les réseaux sociaux. Donc, les jeunes adolescentes, par exemple, sont très, très sensibles à ça. Ils vont pouvoir commencer à développer des troubles alimentaires très, très jeunes à cause de l'image qui est dans les médias. Le fait aussi que tout le monde essaye de se dire « Ah, il faut manger santé, il faut arrêter de manger du chocolat, c'est mal, il faut faire du sport. » Alors qu'en réalité, tout ça, ça peut... On peut être en santé et manger du chocolat, on peut être en santé et ne pas aller courir un marathon. Tout ça, c'est vraiment toujours en équilibre. Donc, en tant que société, il faut vraiment qu'on diminue les discours qui engendrent les troubles alimentaires. Là, et c'est le but de la semaine de sensibilisation aux troubles alimentaires.
On entend aussi plus parler là, dans les dernières années de la grossophobie. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est la grossophobie? Parce que c'est pas... On pense des fois que c'est la peur des personnes grosses, mais c'est pas ça, là. Non, c'est ça. La grossophobie, là, dans le fond, c'est un peu cette façon de penser que être en surpoids, c'est complètement mal. Et ça va venir souvent embarquer dans des comportements discriminatoires envers les personnes en surpoids. Donc, par exemple, refuser un poste à quelqu'un qui est en surpoids parce qu'on va juste assumer que cette personne est en mauvaise santé, ce qui est vraiment pas le cas. Une personne peut être en léger surpoids et être en bien meilleure santé qu'une personne qui est dans un poids normal. Donc, vraiment, la grossophobie, c'est tous les comportements et commentaires discriminatoires qui vont aller à l'encontre des personnes en surpoids. Donc, on est peut-être plus nombreux, finalement, à avoir un comportement grossophobe que ce que l'on pense. Oui. On l'a dit plus tôt, l'organisme La Maison de l'Éclaircie est situé à Québec. On vous reçoit aujourd'hui parce que dans Charlevoix, on n'a pas d'organisme dédié aux troubles alimentaires. D'ailleurs, je spécifie par contre que le Centre Femmes à Baie-Saint-Paul dit que si c'est une demande, ils peuvent aller chercher l'expertise. Par contre, quelqu'un qui semble le besoin de parler, d'échanger là-dessus. Est-ce qu'il y a un service que la Maison de l'Éclaircie offre duquel on peut bénéficier ici dans Charlevoix? Bien, tout ce qui est ligne d'écoute, autant de la Maison de l'Éclaircie que, par exemple, ANEB, qui est Anorexie et Boulimie Montréal, ou en tout cas quelque chose comme ça. ANEB, là, la Maison de l'Éclaircie. Oui, on a un service de clavardage et de téléphone. Donc ça, c'est vraiment accessible à tout le monde qui a des questions, y compris pour les proches. Sinon, c'est sûr que tout ce qui est les lignes d'écoute, par exemple, le 811, ça, c'est valide tout le temps. Puis on a quand même des intervenants qui sont formés. Ils ne sont pas spécifiquement formés en troubles alimentaires, mais ils sont quand même en mesure d'aider et de diriger vers les bonnes ressources en fonction de la région de la personne. D'accord. Bien, merci beaucoup, Camille. Ça me fait vraiment plaisir. En décembre dernier, le jeune Mathis Boivin, 15 ans, est décédé d'une surdose d'opioïdes alors qu'il ne pensait même pas en consommer. Est-ce que cette crise nationale touche aussi les régions? Quels sont les services de proximité disponibles? Lucie D'Entremont, de Vision d'espoir et de sobriété, nous en dit plus sur le sujet. La crise des opioïdes qui touche le pays n'épargne pas les régions. Heureusement, des organismes comme Vision d'espoir à Baie-Saint-Paul et Ressources Genesis à Lamalbaie sont présents sur notre territoire pour veiller à la prévention et à l'éducation en matière de consommation. On est un centre d'intervention en dépendance, intervention et prévention en dépendance. Donc, on fait des suivis externes auprès des personnes qui ont des problématiques de dépendance, mais aussi des proches. Okay. On est présent à l'école pour le volet jeunesse. Puis, on offre aussi un milieu de vie pour toute personne qui désire briser l'isolement, qui veut se faire des amis, qui a peut-être plus de difficultés à entrer en contact avec les gens. Tu n'es pas obligé d'avoir une problématique de dépendance pour venir manger. On offre des repas du mardi au vendredi à prix vraiment modique là, et gratuit selon la situation. Bien que la consommation d'alcool et de cannabis soit liée aux dépendances les plus vues dans Charlevoix, les opioïdes ne font pas exception. Une opioïde, dans le fond, c'est un groupe de médicaments qui fait partie de la famille des dépresseurs. Okay. Donc, ça dit un peu, là, pas seulement dépression, mais ça fait partie des calmants, là, comme l'alcool, d'ailleurs, fait partie de ça. Les personnes qui prennent des anxiolytiques, ça fait partie de ces drogues. Ça ralentit le système. Ça ralentit le système, puis ça ralentit le cœur aussi. Okay. Quand une personne qui fait une surdose avec des opioïdes, c'est que le cœur finit par arrêter de battre. Ces médicaments, administrés normalement sous ordonnance pour contrôler des douleurs extrêmes ou en milieu hospitalier lors d'interventions médicales, se retrouvent maintenant sur le marché noir, souvent coupés ou contaminés par d'autres substances. On connaît beaucoup là, les antidouleurs là, qui sont prescrits justement, là, comme le fentanyl d'ailleurs, c'est quelque chose qui est prescrit pour les douleurs là, vraiment énormes. Là. On peut parler des personnes qui font des types d'arthrite assez sévères ou suite à une opération. C'est ça, c'est que dans le fond, c'est que maintenant, c'est transformé dans des laboratoires clandestins, puis on ne sait pas trop comment c'est fait. Donc, ça peut être un tranq qui appelle, c'est pour tranquilliser. Okay. J'utilise les termes. Oui.
Puis, dans le fond, les personnes qui achètent ça, ben ils sont supposés de penser que c'est genre du Xanax, qui est qui fait partie plus là, des anxiolytiques pour calmer. Mais finalement, il y a du fentanyl dedans parce qu'il a été fait juste à côté d'une petite bâche. Puis il faut un grain de sable de fentanyl pour tuer quelqu'un. C'est ce type de contamination avec l'isotonitazène qui est à l'origine de la mort du jeune Mathis Boivin en décembre dernier à Montréal. S'il avait pu tester les comprimés et aviser ses parents avant de les consommer, le pire aurait peut-être pu être évité. Bien, nous, on a les tests pour vérifier s'il y a des opioïdes. OK. Donc, c'est ces tests-là ici. OK. Fait que ça, c'est un petit kit qui est à l'intérieur là, avec... je vais l'ouvrir, je vais vous le montrer. Là. Dans un petit carton, un peu comme des tests enceinte ou pas. Ah, comme un test de grossesse. C'est ça. Fait que dans le fond, ils ont juste à tremper puis ça va donner l'indice si ça est en contact avec un opioïde ou non. Après ça, c'est leur choix, c'est eux qui décident s'ils consomment ou pas. Quand on donne... c'est oui ou non, en fait. Ça ne donne pas la quantité, là... Non, c'est ça. Ça fait juste dire oui ou non. Okay. Donc, ça dit en vert si c'est négatif, si c'est positif, si c'est en rouge. Puis vous avez tout là vraiment le mode de l'explication comment suivre ça. Sinon, nous, on peut les accompagner. C'est sûr qu'on va leur dire de faire ça à la maison, mais on peut tout leur expliquer comment. On donne un petit contenant et de l'eau stérilisée aussi pour faire tout ça, là, avec un petit morceau de bois là, pour bien mélanger. Donc, le kit complet est disponible ici là, pour les gens qui voudraient tester. Un autre organisme, la coopérative SAPSA, offre aussi la vérification de substances de façon plus poussée et précise à travers son service de clinique mobile. L'unité mobile du SAPSA se déplace à la demande et environ une fois aux 2 semaines sur le territoire charlevoisien ou lors d'événements comme le festif. Elle est équipée pour faire le dépistage d'ITSS et des suivis de santé. Quelqu'un qui fait une surdose d'opioïdes, c'est quoi les signes? Bien, comme je vous dis, c'est un dépresseur. Fait que c'est sûr que la personne ne partira pas à courir. Hein. Au contraire, habituellement, la personne commence est comme sur le bord de s'endormir. Le teint peut changer. Des fois, il y a un peu d'écume qui va sortir. Peut avoir un petit peu de convulsion. Puis même, on essaie de réveiller la personne, puis elle ne se réveille pas. Ouais. On peut essayer de pincer, hein, comme dans les cours de ACR, puis ça ne fonctionne pas, on ne prend pas de chance, on n'attend pas, puis on utilise l'analoxone. L'analoxone est un antidote aux opioïdes. Elle est disponible gratuitement chez les organismes comme Vision d'Espoir, auprès de la clinique mobile du SAPSA et en pharmacie. C'est un bloqueur des effets de l'opioïde. Ça ne dure pas longtemps, ça dure à peu près une demi-heure. Donc, mais quand l'ambulance arrive, effectivement, oui. Fait que dans un kit, il y a deux embouts comme ça pour faire des sprays de Narcan, là, des sprays nasales. OK. Fait qu'on le met dans le nez, puis on a tout le petit kit là, des désinfectants. Comme ça est... Donc, un push, c'est une dose? Un push, c'est une dose. Il y a toujours 2 doses dans un kit. OK. Puis, c'est ça. On prend pas de chance parce qu'il n'y a pas d'effet néfaste s'il n'y a pas d'opioïdes dans notre corps. Okay. Fait que ça ne fera rien. Un point à retenir ici est l'intervention d'une autre personne pour administrer l'analoxone et appeler les secours. D'où l'importance de ne pas consommer seul et d'en aviser nos proches. C'est quoi l'attitude qu'on peut avoir avec nos adolescents? Ben, je vous dirais, c'est la communication. C'est vraiment l'ouverture et la communication. C'est la meilleure chose, là. Si le jeune sent qu'il n'est pas jugé, il va être plus porté à vous parler. Puis il faut comprendre aussi que l'adolescence, il y a comme un petit jardin secret aussi, là, puis c'est correct. Mais si lui sent qu'il y a une ouverture du parent, ben s'il y a une inquiétude sérieuse, là, je pense qu'il va être poussé à vous parler. Là. Il va avoir trop plus le goût, je pense. Là, mais c'est vraiment la communication. Hélène Roberge est directrice du Centre d'études collégiales en Charlevoix depuis 1 an. Et nous l'avons accueillie en studio afin de parler du succès qu'ont connu les Portes ouvertes et du nouveau programme d'éducation spécialisée. Hélène Roberge, bonjour. Bonjour. Madame Roberge, il se passe beaucoup de choses au Centre d'études collégiales en Charlevoix et à commencer avec la fin de cette première année à titre de directrice. Déjà 1 an que vous êtes en poste. Qu'est-ce que ce serait votre bilan de cette année-là?
Vous avez raison, ça fait 1 an et quelques jours. Alors, vous êtes vraiment à point. J'avais commencé... Joyeux anniversaire! C'est gentil. J'avais commencé par un intérim et puis par un poste là, qui s'était confirmé en septembre, si ma mémoire est bonne. Oui. C'était une très, très belle année pour moi, j'avoue, là, vraiment. Là. En premier lieu, je m'étais quand même donné comme objectif d'être à l'écoute du milieu. Oui. Hein, de bien prendre le pouls de qu'est-ce qui se passe autant au CECC pour bien connaître les enjeux, les besoins, et aussi le milieu environnant à la Malbaie, à Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix, en fait, là. Donc, j'ai beaucoup apprécié tous ces moments-là. Et ça m'a permis, en fait, là, de répondre déjà à certaines choses. Là, oui, ça serait quoi vos plus grandes réussites, d'après vous, là, pour cette année-là? C'est une grande question. Grande réussite. Je ne sais pas si c'est des grandes réussites, mais c'est des choses là, dont je suis très heureuse et même à la limite fière. Je pense que... on a plusieurs projets d'immobilisation qui sont en cours et qui ont débuté en termes de développement. Donc, on n'est pas encore en train de faire des pelletées de terre ni de débâtir des planches, là, mais quand même. Mais quand on parle d'immobilisation, c'est des nouveaux lieux, là. Des lieux rénovés. OK. Oui, entre autres, l'ancien Château-Mery qui est à côté du CECC. La Maison Warren aussi, là, elle a comme un petit peu deux noms, mais c'était le Château-Mery au départ. Donc, on veut faire de ce lieu-là là, un lieu où il y aura de l'éducation, il y aura de la recherche qui se fera et probablement aussi des résidences étudiantes pour répondre à certains besoins du milieu actuellement. Et puis tout ça en conservant les mêmes programmes ou on est dans un développement de différents programmes? Pas encore de développement de nouveaux programmes, mais en même temps, on a des gros projets et on manque d'espace aussi, c'est ce que j'allais dire, là, en termes de salles de rencontre, faire des entrevues, recevoir des invités. C'est un beau problème, quelque part. Ça veut dire que la fréquentation est là. Est bonne. La fréquentation est bonne. La fréquentation est là, effectivement. Et dans les choses qui me rend aussi fière, c'est le développement de la recherche aussi. La recherche au collégial. Qui est faite par des étudiants ou en parallèle là, du champ d'études? C'est un peu les deux. En fait, c'est de développer le goût de la recherche chez nos enseignants. Alors, on a différents corps professoraux au CECC. Donc, on a les sciences nature, on a les sciences humaines, hein, comme soins infirmiers, éducation spécialisée. On a techniques administratives aussi. Et on a des belles expertises chez nos enseignants. Alors, je souhaite développer le goût de faire de la recherche au collégial. Et dans des différents projets de recherche qu'on pourra mettre en action prochainement, eh bien, nos élèves aussi sont souvent interpellés. Alors, on implique aussi les jeunes. Ça les influence quelque part. Oui, ça fait d'eux des étudiants-chercheurs. Alors, c'est fort intéressant. Même parfois, on peut les rémunérer à même des subventions de recherche qu'on réussit à obtenir. Alors, je travaille aussi ce volet-là avec l'équipe en place. Et ça, je pense que c'est de bon augure. Et, ça fait des beaux projets de développement aussi, autant pour le CECC que pour la région de Charlevoix. C'est une belle nouvelle, belle initiative. À la fin du mois de janvier, on a eu plusieurs nouvelles qui nous ont parvenues du Centre d'études collégiales. Une première nouvelle qui a retenu notre attention, les portes ouvertes qui ont dépassé les attentes. On parlait de fréquentation tantôt. Là. Qu'est-ce que ça a été les éléments importants de ces portes ouvertes-là qui en font un événement mémorable, finalement? Bien, en tout cas, un succès réellement. Là. En fait, on a accueilli une centaine de personnes, ce qui ne s'est jamais produit. Non? On était autour de quoi avant? En fait, l'an passé, on a accueilli autour de 75 personnes. Donc là, on est à 100 personnes avec les parents. Accompagnés, ou les jeunes accompagnés de leurs parents. On pourrait peut-être plus dire ça comme ça. Alors, ça a été extrêmement intéressant. On en a profité, dans le fond, pour parler. Je trouvais ça vraiment une belle soirée, super bien organisée aussi. Pas trop longue, mais efficace. Très efficace. On a sensibilisé les jeunes et leurs parents aussi à qu'est-ce que c'est des études au collégial. Ça veut dire quoi? C'est quoi un horaire? Comment ça fonctionne le temps que j'alloue à mes études? Des cours de formation générale, des cours de formation spécifique. Alors ça, je pense que ça a permis de démystifier les études collégiales. Et aussi, on avait différents kiosques sur chacun des programmes. Alors les jeunes, avec leurs parents, pouvaient directement aller parler à des enseignants et ainsi qu'à des élèves. Un peu comme quand on va dans un salon où on découvre les différentes possibilités.
c'est très similaire. Oui. Et aussi, on avait organisé un local informatique pour que les jeunes puissent faire leur demande d'admission au CECC. Donc, directement sur le terrain. Oui, et avec une gratuité. Alors, faire sa demande d'admission dans un collège, c'est 35 Donc, on payait les frais ce soir-là, ce qui fait qu'on a 40 personnes, 40 jeunes qui se sont inscrits. Donc, est-ce que c'est des jeunes qui viendront chez nous en septembre? Peut-être plus en août. Ça reste à voir dans le sens que les jeunes ont le temps aussi là, de regarder d'autres choses. Il y a quand même une procédure d'admission à faire, si je me souviens bien. Premier tour, deuxième tour. Exactement. On se souvient de ça. Puis il faut avoir réussi aussi ces cours de secondaire. Les préalables. Les préalables, oui. Donc là, la période d'inscription, ça veut dire que c'est déjà commencé là, pour les élèves. Oui, les demandes d'admission peuvent être faites là, effectivement. Donc là, on est au premier tour. Oui. C'est ça. Oui, on est au premier tour. D'accord. Donc déjà 40 demandes d'admission, il y en a d'autres qui viennent en parallèle en même temps. Deuxième grande nouvelle qui a été annoncée pour janvier aussi, la mise à jour majeure du programme de techniques d'éducation spécialisée. Je me souviens que l'an passé, je crois, il y avait eu une mise à jour majeure au niveau des sciences humaines. Oui. Là, on est un peu dans le même processus. On est dans le même processus. Des programmes. Oui. C'est quoi les grandes nouveautés qu'on a? Oui, on appelle ça une actualisation de programme. Oui. Alors, dans tous les collèges, il y en a actuellement beaucoup, même parce qu'il y avait comme un rattrapage à faire. Alors, le ministère de l'Enseignement supérieur a vraiment donné beaucoup de travaux à ce niveau-là. OK. Alors, les principales nouveautés, la grille de cours a quand même assez changé, dans le sens où les stages vont se faire davantage vers la fin du programme et le dernier stage va être à la fin du processus du DEC, effectivement. Avant, ce n'était pas le cas. Et ça causait des petits soucis parce que l'élève était dans un beau milieu de stage qu'il aimait beaucoup, mais qu'il devait quitter pour revenir sur les bancs d'école. Donc là, c'est vraiment à la fin du parcours scolaire. Ce qui peut peut-être donner l'occasion de rester dans le même milieu par la suite, j'imagine. C'est d'ailleurs souvent ce qui se produit. Puis, au niveau des nouveautés aussi, les enseignants ont bâti du matériel pédagogique et des situations d'apprentissage très collées sur des situations réelles. Oui. Plus qu'auparavant. Alors, on est plus proche de la réalité puis de la pratique, si je comprends bien, que de la théorie. C'est exactement ça. Donc, beaucoup plus proche, avec plus de collaboration aussi avec les milieux. Oui, des partenariats avec les milieux qui accueillent nos finissants. Alors, on les implique davantage et encore plus proche là, de l'entrée des élèves. Alors, les élèves peuvent, dès leur arrivée dans le programme, s'imprégner de « ce sera quoi mon travail en technique d'éducation spécialisée. » Donc, ils savent plutôt si c'est vraiment le bon ce domaine qu'ils veulent faire eux. ou pas. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un gros plus là, pour le nouveau programme. Bien oui, bien sûr. Et puis, finalement, le Centre d'études collégiales en Charlevoix qui fête cette année ses 30 ans. Oui. Est-ce qu'on s'attend à des festivités ou quelque chose de spécial pour souligner ce 30e? Tout à fait. Ah, oui, absolument. Alors, c'est sûr qu'on va souligner les 30 ans à notre Gala de la réussite, qui va se passer, si ma mémoire est bonne, c'est en avril ou en mai. Je pense que c'est en mai. Donc, vers la fin là, de la session. Oui, vers la fin de la session. On va souligner les 30e avec différentes activités lors de la soirée, différentes mentions aussi aux 30e. Et on va remettre aussi les diplômes aux élèves. À cette même soirée-là, c'est une première. Avant, on ne faisait pas ça, on faisait un autre événement. Mais là, on fait les deux en même temps. Alors, la soirée sera un petit peu plus longue, mais ça va être vraiment intéressant. Comme un gala, un peu. Oui. Oui, sous la forme gala. Oui, on se met chic, on se met beau. Les élèves vont avoir des toges. Ça va être vraiment là... en tout cas, ça devrait être bien intéressant. D'accord. Et puis, on organise aussi des événements. Oui. Alors, il y aura un événement avec les élèves qui se fera vers la fin de la session, vers le printemps. Et on organise également un souper, un grand souper, je dirais, là, avec des anciennes directions du CECC. Comme des retrouvailles un peu? Oui, comme des retrouvailles un peu. De ces 30 dernières années-là? Allez-vous réussir? Je ne sais pas si on va réussir. Ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde. Je ne pense pas qu'on sera en mesure là, de faire ça, mais on va inviter des personnes qui ont été marquantes pour le CECC. On réunit tout ce beau monde-là au domaine Forget
si ma mémoire est bonne aussi, en septembre prochain. D'accord. Oui. Et vous me parliez plutôt de l'affiche oui. aussi, qui va avoir notre affiche qui va se faire rafraîchir, oui, pour le 30e, parce qu'elle manque un peu d'amour, on pourrait dire ça comme ça. On pourrait la remettre au goût du jour. C'est exactement ça, avec d'autres projets, comme par exemple la bibliothèque qu'on veut là, mettre au goût du jour, aussi, comme vous dites votre expression, là, parce que je pense là, qu'elle aurait besoin d'être rafraîchie. On va dire ça comme ça. Bon, ben, merci beaucoup, madame. Ça fait plaisir. Le Mégadrag de Charlevoix promet une fois de plus une édition mémorable pour 2024. Voici un aperçu de ce qui attend les spectateurs et les participants. Le Mégadrag de Charlevoix se prépare pour une 3e édition aux éboulements le samedi 2 mars prochain avec comme commanditaire principal Adrénaline Sport de Clermont. Encore une fois, cette année, là, on a été chanceux. Jusqu'à présent, température clémente, pour ne pas dire parfaite pour la préparation des pistes, une neige facile à travailler. On va toucher du bois pour que ça soit comme ça encore pour les 2 prochaines semaines. Ensuite de ça, on a eu, dans les derniers mois, entendu parler beaucoup de l'événement dans le circuit fermé, là, si on pourrait dire, des participants, des coureurs. Un engouement qui est de plus en plus grandissant. Je pense qu'on peut aujourd'hui presque dire qu'on est l'incontournable dans le domaine des courses d'accélération au Québec. Inversement, la météo étant médiocre du côté des États-Unis, l'organisation du Mégadrag de Charlevoix espère charmer la communauté de motoneigistes américains pour accueillir de plus grosses pointures à son événement. Ce qui pourrait faire en sorte qu'on ait un record probablement d'inscriptions, particulièrement dans les grosses catégories, dont le Atla et le Promax 55. Au total, environ 30 000 $ seront remis en bourse pour une douzaine de catégories présentées, dont certaines pour enfants. On a toujours eu ça. Il y a la catégorie 120 cc, 200 cc, puis il y en a une catégorie un peu plus open pour les jeunes un peu plus vieux. Mais ça commence jeune. Là. Il y en a qui, souvent, c'est les enfants des coureurs. Ils ont un petit skidoo 120 cc, puis ils sont là, puis son père est bien fier, puis là, il part, puis là, il regarde en arrière, voir si les autres le suivent. Puis que les enfants, ils gagnent, ils sont tellement heureux. Ça se passe, eux autres, ils n'ont pas de fil, ils sautent dessus le skidoo. C'est l'année puis on avait plusieurs l'an passé, puis on va en avoir d'autres cette année. L'instigateur du projet, Mathieu Bouchard, se réjouit de la réussite de cet événement auquel il rêve depuis son jeune âge. Exact. Au départ, tu as les courses. Le fait de faire 3 autres corridors de course pour attirer les plus grosses machines, comme on parlait tantôt, ça fait un beau spectacle à la foule parce que c'est des machines de 1000 forces. Ils ne peuvent pas courir partout, ça prend des pistes impeccables. De là, le fait qu'on a fait 3 juste pour eux. Ça, c'est un événement. L'autre, les bonhommes carnaval. Ça, on a commencé ça la première année parce qu'à un moment donné, pendant la journée, il faut, comme pas la Zamboni, il faut passer des pelles mécaniques pour réparer le sable, mais ça faisait comme un lag dans la journée. Puis là, on a dit, mais si on commence à mettre les bonhommes carnaval de différents, ça va faire une espèce de petite course amicale qui va rassembler nos municipalités. Puis ça a pogné au bout. Au début, on avait l'île aux Coudes, Notre-Dame-des-Monts, les éboulements. Après ça a rajouté Saint-Hilarion. Cette année, on a les 6 municipalités. Petite-Rivière l'an passé. Cette année, on a toutes les municipalités de Charlevoix-Ouest. Puis on a 2 ou 3 de Charlevoix-Est qui se présentent. Le champion indétrôné depuis 2 ans, le bonhomme des éboulements, était d'ailleurs présent lors de la conférence de presse pour défier ses adversaires. Alors, je lance ce défi à tous les gens qui ont leur costume encore du bonhomme carnaval, toutes les municipalités à venir participer. Et j'invite même le bonhomme carnaval de Québec, personnellement. Chaque bonhomme carnaval participant obtient 250 $ à remettre à la Maison des jeunes de sa municipalité. Le grand gagnant remporte quant à lui 500 $ en plus de la fameuse Coupe des glaces. Sur le site, il y a le gars qui fait des courses, puis il y a un autre animateur pendant ce temps-là qui parle des commanditaires, qui va faire des jeux à la foule. On a le casse-croûte Sophie,
qui vient, qu'on le sort. Il est serré pour l'hiver, il faut le vouloir. Là. Elle sort le casse-croûte quasiment du banc de neige, elle l'ouvre juste pour l'événement. Autour de ça, tu as le casse-croûte, il y a un bar, puis il y a Adrénaline Sport aussi qui va avoir un chapiteau avec des démos de motoneige. Il y a aussi CF Moto qui vont être présents. Mazda Baie-Saint-Paul, il amène des autos de Baie-Saint-Paul. Tu vas pouvoir t'acheter. Il va même un spécial en journée. Tu t'avais un Mazda. Les Mazda sont en spécial au Mega Drive. La journée des courses, parce qu'ils sont là depuis le début. Fred Bouchard de Mazda, il est là sans lui, on n'aurait pas pu faire les courses parce que lui, il a la machine pour surfacer. La présence des nombreux partenaires a d'ailleurs été soulignée maintes fois, autant pour leur participation financière que par leur temps en bénévolat, sans lesquels un tel événement serait impossible à organiser. Ajoutons que chaque année, 2 000 $ sont versés à une entreprise locale pour la plante d'arbres sur le territoire, en compensation des émissions de gaz à effet de serre de l'événement. C'est ce qui conclut les actualités cette semaine. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.